Bonjour Marine. Merci d'être venu ici chez moi, Oui. me parler de tes prochaines conférences. Tu t'appelles Daniel Bernard, tu es conférencier, romancier, historien et quoi d'autre? Alors, je suis d'abord né à La Rochelle, il y a quelques années. Je vis à l'île de Ré, donc je suis impliqué dans l'ONIS, c'est-à-dire cette partie de la Charente-Maritime autour de La Rochelle, autour de l'île de Ré. Et je me suis passionné très tôt euh, pour cette région, pour ce patrimoine. Oui, Voilà. Et donc, ce qui m'a encouragé un petit peu et décidé à écrire, d'une part, sur l'histoire, et notamment une histoire tout à fait particulière. L'île de Ré est connue pour, c'est un cliché hein, journalistique avant tout, pour ses maisons blanches et ses et volets c'est volets verts. verts. Alors je me suis interrogé, bien sûr, je me suis dit, bon, Maison Blanche, je comprends, c'est à la chaux, il y a d'autres Le régions soleil, ça également, reflète, ça... Oui, c'est pour assainir oui, avec un soubassement en coltard. Par contre, les volets verts, ça m'a interrogé parce que les autres îles ont toutes des maisons avec des volets blancs, blanc ou bleu aussi, près de la blondes, mer. blancs ou bleus. Des maisons blanches avec des volets bleus. Et les volets bleus de toutes ces îles, des autres îles de l'Atlantique, quand je leur ai posé la question, je suis allé les voir à Belle-Île-en-Mer, à Noirmoutier, un peu partout, et tous m'ont dit, mais ça vient du pastel, ça vient de notre patrimoine. Et j'ai dit, mais le pastel, c'est pas du patrimoine du littoral. Donc j'ai fait des recherches. Oui, Et donc, des volets verts, je suis passé aux volets bleus des autres îles, et des volets bleus des autres îles, je suis remonté à la fois dans le temps et en même temps dans la géographie, euh, jusqu'à Toulouse, où on a fabriqué, au XVIe siècle, on fabriquait, on produisait le pastel. d'accord. Et ce pastel, euh, ils ont commencé à le produire en gros euh, vers les années 1450, 1400, en 1411, les Anglais ont attaqué la Normandie. Les Normands ont fui les Anglais qui étaient déjà à Bordeaux, en Guyenne. Et donc, ils ont été poussés vers le sud. Certains, avec les Picards, sont allés à Thuringe en Allemagne, et vers le sud, les Normands ont trouvé un passage entre la Bretagne qui était indépendante Oui, euh, avec Anne de Bretagne, et sur leur gauche, il y avait le Massif central. Ils ne pouvaient pas aller en Bourgogne de l'autre côté parce que les Bourguignons étaient alliés avec les Anglais. Donc ils sont descendus jusqu'à Toulouse. oui, Ils ne pouvaient pas avoir, bien sûr, à Bordeaux, il y avait les Anglais à nouveau. Donc à Toulouse, ils ont fui. Et en arrivant à Toulouse, ils se sont aperçus que c'était une ville qui n'était pas très, qui était un peu le midi. C'était pas du tout la verte Normandie qu'ils avaient quittée. quitter. C'était une ville qui avait deux ponts qui étaient en mauvais état, des maisons délabrées en bois le long de la berge, vraisemblablement inondées, à moitié démolies. Ça les inclinait pas à descendre plus. Davantage. Donc ils sont restés dans le secteur de Toulouse, juste dans un triangle entre Toulouse, Albi et Carcassonne, Oui, surtout parce que les estafettes qui arrivaient leur disaient regardez ce qu'il y a au loin, les Pyrénées blanches et la neige. Donc ils sont restés là, dans un triangle Toulouse, Albi, Carcassonne, qu'on va appeler le Lauragais, et c'est à partir de là qu'ils vont retrouver une petite plante qu'il donnait plutôt aux animaux, qui est une herbe un peu sauvage, qui est l'Isatis tinctoria, qui est une plante de 50 cm de haut et qui a une charge tinctoriale dans la feuille.
Et donc, pouvaient, par macération, un tas de choses. Exactement, donc, macération, obtenir de la couleur. Ils obtenaient, pour teindre les fils de Bayeux, les fameuses toiles de Bayeux, ils obtenaient un petit peu de bleu, Oui. parce qu'ils poussaient aussi de la garance pour faire éclairci, ils faisaient du rouge, ou du genêt pour faire du jaune. Et donc, quand ils vont arriver dans cette triangulation Toulouse-Albi-Carcassonne, ils retrouvent cette feuille, cette plante, l'Isatis tinctoria, et qui est un peu comme le colza, avec une fleur très, très jaune. Et ils vont donc produire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire faire un petit peu de bleu. Et il se trouvait que, mais c'est une autre histoire. Et c'est amusant quand on pense, parce que obtenir du bleu à partir du vert de la plante, alors que le bleuet, on obtient du vert avec le bleuet, la fleur de bleuet. C'est amusant. Oui, les couleurs, c'est toujours un mystère. Et donc, l'histoire du bleu était très importante à cette époque parce que depuis 2 siècles, au moment des croisades, quand Saint-Louis avait perdu sa croisade et qu'il avait été fait prisonnier par les Mamelouks le 1er avril 1250 à Mansoura, par les Arabes, et il s'était aperçu que les uniformes étaient verts. Le vert, cette couleur avait unifié les Arabes. Et donc, la couleur bleue, la couleur verte des Arabes, donc des uniformes, avait troublé beaucoup Saint-Louis, qui s'en était inspiré un peu. Il était allé voir le donneur d'ordre, qui était le pape, Innocent IV, et qui va lui dire mais il faut faire quelque chose face à l'islam triomphant, le vert de l'islam triomphant. Il faut qu'on ait, nous aussi, dans le camp chrétien, une couleur. Donc il avait le choix avec le blanc des cisterciens, de Bernard de Clairvaux, mais qui était partisan de l'austérité, du blanc et tout ça. Et donc il a dit... Et on lui dit à ce moment-là, Votre Sainteté, il y a à l'abbaye de Saint-Denis, où il y a les rois, un jeune curé qui est là et qui est en train de taper dans le mur de refend de l'abbaye pour faire une rosace tout en bleu, parce qu'il dit que Dieu est lumière et la lumière est bleue. Ah, le pape, il dit c'est parfait. Il dit on va donc adopter ce bleu. Bon, là, je fais court. Et donc, ce bleu, sauf que ce bleu, toute la chrétienté va adopter ce bleu imposé par le pape, ça va être le bleu marial. Et Saint-Louis va dire, moi, pour pas rester en rade, je déclare le bleu roi. Et donc, en même temps, c'est pour ça que dans les églises, quand vous voyez un manteau de la Vierge qui est bleu, c'est tout ce qui est postérieur au 1er avril 1250, c'est le jour où une bataille changea la couleur du monde. Et donc tout ce qui est antérieur, des sculptures qui sont peintes, ou des tableaux qui sont peints, et que vous voyez un manteau de la Vierge marron ou noir, c'est qu'elle porte le deuil de son fils mort sur la croix, mais c'est surtout antérieur à cette date de 1250. Donc, pour revenir à notre pastel, il est produit, mais il y a une forte demande. La demande en Europe était chiffrée à l'époque vers 1500 à 12 000 tonnes par an. Mais comme on était, puis 1485, on était, 82, c'est dans la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, les galions d'or et d'argent qui arrivaient sur l'Europe, par les Portugais et les Espagnols, étaient envoyés directement à Anvers, qui était le nouveau centre commercial du monde. Et donc ce n'était plus la Méditerranée des Romains, c'était plus... Donc la production de pastel à Toulouse était très importante pour l'Europe, mais il fallait l'envoyer sur Anvers. Donc toute la problématique était là, et c'est ce qui explique pourquoi le bleu était arrivé jusqu'à Bordeaux, et ce sont les Bretons de Pamar, une petite ville dans le sud Bretagne,
qui a 450 bateaux, la plus importante flotte commerciale de cette époque en Europe, et qui va être chargé de transporter ce bleu, juste de Toulouse-Bordeaux, et donc de Bordeaux à Carcassonne, de Bordeaux à Anvers, pour pouvoir, je dis Carcassonne parce que c'est le centre du Lauragais, où on produit ce bleu. Ensuite, ça passe de Toulouse, le quai de la Dorade, et ça va jusqu'à Bordeaux, à ce moment-là en gabarres, qui sont des petites barques qui vont le transporter. Et là, sur le port de la Lune à Bordeaux, il y a le chargement, à ce moment-là, de 400 navires qui vont transporter chaque année ce bleu jusqu'à Anvers. Et c'est ce qui explique pourquoi ces marins qui n'ont pas de boussole, qui n'ont rien, qui ont juste la sonde pour naviguer, vont partir par petites grappes de 6 à 10 bateaux et faire escale, quitter Bordeaux, attendre dans les îles, parce que l'enjeu pour partir à Anvers, il fallait passer au large de l'île de Sein, où il y a le fameux rocher de Goerlik, et qui est très dangereux. Et donc, comme ils n'ont pas de carte marine, vont arriver vers 1525. Oui, c'était pas l'époque. Et donc, à partir de cette époque, ils vont arrêter dans les îles, et grâce à ce qu'on appelle les rôles d'Oléron, c'est-à-dire le premier code maritime jamais inventé, eh bien les marins vont avoir le droit à la marchandise transportée, donc une partie du pastel est octroyée et ils vont payer soit du pain marin, soit du vin, soit des choses comme ça. Pour pouvoir traverser. Pour pouvoir naviguer. Et ils vont, pour pouvoir partir et naviguer. Il y avait 15 marins par bateau, donc c'était très important, 400 bateaux. Et donc à partir de là, on va avoir du bleu qui va rester sur place. Ils vont faire comme des jacuzzis, comme une petite piscine. Ils vont donc mettre tout en commun et prendre ces boules de cocagne, de pastel, et qu'ils vont à ce moment-là donc mélanger avec de l'eau. Ça va donner une peinture et on va voir les volets bleus, les portes bleues, les cornes des bœufs en bleu, les bonnets d'âne en bleu. Tout devient bleu à ce moment-là. Et de toutes les îles de l'Atlantique, parce que les bateaux s'arrêtaient dans toutes les îles en relais avant de partir sur Anvers. Sauf l'île de Ré, qui était une île qui a toujours été habitée par des Poitevins, des gens de la région, mais qui étaient des paysans. C'est pour ça qu'ils ont gardé, eux, les volets verts et non pas... Alors, ils n'ont pas repeint je pense que mes ancêtres de l'île de Ré, puisque je suis natif de l'île de Ré, cherchaient à faire du bleu parce qu'il y avait des marins qui venaient vendre le poisson de Noirmoutier, ils venaient jusqu'au phare des baleines, ils leur donnaient du poisson, et puis certains disant mais vous cherchez, nous on a des volets bleus dans la discussion, et ils leur ont emporté un peu de pastel et tout. En fait, je pense qu'ils voulaient faire du bleu comme. Alors ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Ils allaient sur place, ils avaient des bateaux sur la grève, et donc qui s'échouaient, et donc ils prenaient le bois pour faire des maisons, les poutres, les mâts, etc. Et l'accastillage qui était ou l'antifouling qui était en cuivre, il le mettait derrière la ferme puisqu'il produisait à la fois du sel et de la vigne. Et donc quand il faisait du raisin, il faisait le vin. La rafle, il la mettait sur le cuivre qui, avec les pluies d'automne, donnait une oxydation du cuivre, et cet oxyde de cuivre qu'il prenait comme une mousse, il le mettait avec un peu de résine à chauffer, puis après avec de l'huile de lin, et c'est ce qui donnait, d'abord, ça leur donnait un bleu turquoise, parce que l'oxyde de cuivre était bleu turquoise, mais le temps sécatif, c'est-à-dire le temps de séchage de 21 jours pour l'huile de lin, amenait justement une couleur qui était de plus en plus foncée, et au bout de 21 jours, on obtenait un vert profond. C'est incroyable. Alors, bien sûr, quand je raconte ça, mes camarades de la région et surtout de l'île de Ré me disent « Bon, qu'est-ce que tu racontes comment
4, 5, 6 siècles après, 4, 5 siècles après cette histoire-là, comment la couleur... Excusez-moi, je vous ai coupé, mais parce que vous alliez tout révéler. Le vendredi 25, je crois que c'est un vendredi, le 25 février, c'est-à-dire dans quelques jours, je fais une conférence sur la couleur bleue et la couleur verte dans l'art. Oui. Longtemps, parce qu'une couleur, dit Pastoureau, ne va jamais seule. Et donc les couleurs, le bleu et le vert, sont souvent en opposition. Le vert a été traditionnellement, mais pas toujours, plus bienveillant, alors que le vert était considéré, mais pas toujours, malveillant, et plutôt la couleur des suppôts du diable. Voilà, c'est ça surtout. Ouais. Donc là, c'est la prochaine conférence. Je vais mettre sur Entre nous Culture toutes les dates de tes prochaines conférences qui auront lieu aussi à l'île de Ré. Alors, je pense le 31 mars, je dois avoir une conférence à la bibliothèque de Rivedoux, dans l'île de Ré, sur Louis Suire, Les Années-Lumière. Voilà, le bleu de Louis Suire. Oui. C'est un peintre de La Rochelle. De La Rochelle. Et donc, qui a une vie tout à fait extraordinaire. Oui, il a une galerie à l'île de Ré, je crois. C'est le petit-fils. Il avait une galerie, bien sûr, il était de l'île de Ré, il avait donc aux portes une... Oui. Et donc, Louis Suire, une particularité, c'était un petit Charentais, il est né à Cognac, il vivait à La Rochelle, et à 17 ans, il va rentrer le plus jeune aux Beaux-Arts à Paris, et donc il va se rendre compte que on est en 1917, tous les peintres sont dans les tranchées, il ne reste plus que des vieux et des étrangers. Les vieux, ils ont pour nom Matisse, Marquet, et les étrangers, c'est Picasso, c'est Modigliani, c'est Soutine, c'est Fujita, etc. Et ça, voilà, ça c'est tout à fait extraordinaire. Il va rencontrer Satie, qui va lui donner justement ce goût de peinture et musique. Et vous avez écrit un livre sur lui ? J'ai écrit un livre sur lui, je suis biographe de Louis Suire, et je l'ai fait avec l'aide de la famille Suire, c'est-à-dire son petit-fils, qui est tout à fait quelqu'un de formidable. Je vais spécifier tout ça sur ma rédaction. Très beau peintre, un très grand peintre, et qui est en ce moment... est un peintre mondial. Il expose beaucoup sur les États-Unis, à Dubaï, de partout. C'est vraiment un très très grand. Vous, c'est pareil, les conférences que vous faites, Daniel, vous en faites tout autour de l'Europe. Oui, enfin plus modestement. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'être conférencier? Comment vous avez... C'est les volets bleus, en fait, les volets bleus des îles et les volets verts de l'île de Ré, qui m'ont donné ce goût d'écrire sur la couleur, et puis cette passion que je partage avec le maître qui est Michel Pastoureau, qui est bien sûr à Paris, à l'Institut France, etc. C'est quelqu'un de très très important pour moi. Et souvent, on m'a demandé quel était mon rapport avec Michel Pastoureau. J'ai dit que dans la couleur, Michel Pastoureau est le pape et moi, je suis le curé de campagne. Voilà. Écoutez, Daniel, je vous remercie beaucoup de toute cette belle histoire. De rien. On viendra vous écouter à vos conférences parce que vous êtes vraiment quelqu'un de très intéressant et on apprend beaucoup à votre contact. Alors, je vous remercie infiniment. C'est moi. Et à très bientôt, Daniel. Voilà. Merci. Je vous en prie.